Chers amis, chers étudiants, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons éclairer votre lanterne sur les technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement ou l'éducation, ainsi que la notion de la technopédagogie. Mais avant de commencer notre vidéo ou notre cours, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications relatives aux nouvelles vidéos mises sur la chaîne. Avant de définir les TIC, on doit d'abord définir les TIC ou les technologies de l'information et de la communication. Le Conseil supérieur de l'éducation canadien, le CSE, définit les TIC comme étant les technologies qui reposent sur la numérisation des contenus tant au plan des images, des textes, de sons et des animations où les réseaux Internet et intranet sont appelés à être utilisés dans le local du formateur qui utilise les TIC. En d'autres termes, les technologies de l'information et de la communication désignent le traitement de ces images, ces textes, ce son, ces animations et leur diffusion sur les réseaux, qu'ils soient Internet ou intranet, pour pouvoir les réutiliser dans divers domaines. Quelles sont les composantes de base des TIC? Le terme TIC a trois composantes, soit les technologies, donc les instruments ou outils. Nous citons l'ordinateur, la tablette, l'écran tactile, l'écran interactif, le data show, le vidéoprojecteur et le téléphone portable intelligent ou le smartphone. L'information, donc on parle ici des données, et la communication, donc c'est la transmission de ces informations par le biais des technologies. Nous retenons dans ce cours les définitions regroupant les trois composantes précédemment citées pour définir qu'est-ce que les TIC. Depuis 2011, il faut savoir que le Grand Dictionnaire de terminologie ou le GDT canadien ne définissait plus les TIC, mais plutôt et seulement les TIC. Donc, dans ce dictionnaire, dans sa version de 2014, on définit les TIC comme étant les technologies de l'information et de la communication intégrées dans un dispositif d'enseignement à distance ou dans une classe et appliquées à des fins de formation. En d'autres termes, les TIC sont l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans une salle de cours en présentiel ou dans un environnement virtuel, autrement dit, à distance. On retient également cette définition où les TIC désignent cet ensemble de technologies issues de la convergence de l'information et des techniques évoluées du multimédia et des télécommunications qui a permis l'émergence des moyens de communication plus efficaces en améliorant le traitement, la mise en mémoire, la diffusion et bien entendu l'échange de l'information. On retient de cette définition que les technologies de l'information et de la communication intégrées dans un dispositif d'enseignement permettent d'améliorer le traitement de l'information, la mise en mémoire, sa diffusion et l'échange de cette information. Puisque la pédagogie est l'une des composantes de la technopédagogie, il va falloir définir le terme pédagogie. On trouve plusieurs acceptions dans le dictionnaire de la langue relatives au terme pédagogie.
D'ailleurs, dans la vie quotidienne, la pédagogie est la caractéristique de celui qui est pédagogue. On parle d'un enseignant qui est pédagogue ou d'un autre qui manque de pédagogie. On parle d'un technicien qui est pédagogue, une maman ou un papa qui est pédagogue dans l'éducation de son enfant. Dans un deuxième niveau, on parle de la pédagogie comme étant la manière d'enseigner. Dans un troisième niveau, le mot pédagogie prend le sens de réflexion sur l'école. Dans un quatrième niveau, le terme pédagogie désigne en général l'action éducative auprès de l'enfant ou de l'adulte. Tout d'abord, la pédagogie est une théorie éducative. Donc, c'est une réflexion théorique à caractère philosophique et psychologique sur les méthodes d'enseignement, les actions à exercer en situation d'apprentissage, leur finalité et leurs orientations. La pédagogie est aussi une pratique éducative. C'est une action pratique constituée par l'ensemble des conduites de l'enseignant et des enseignés dans la classe. Ça, c'est la définition qui a été donnée par Gallisson et Coste dans le dictionnaire de la didactique des langues. Il va falloir aussi distinguer didactique de pédagogie, quoique les cloisons ne soient pas vraiment étanches. Si la didactique était la science, la discipline ou l'art de concevoir des contenus à enseigner, la pédagogie serait l'art de conduire la classe. En d'autres termes, la didactique se concentre sur le quoi enseigner, alors que la pédagogie se concentre ou se penche sur le comment enseigner. Nous allons énumérer les buts de la pédagogie. Premièrement, l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Si une pédagogie bien pensée est mise en œuvre dans les salles de classe, la qualité de l'enseignement s'améliorera grandement et sans l'ombre d'un doute. La pédagogie encourage également un environnement d'apprentissage coopératif, donc la mise en œuvre de la pédagogie dans l'éducation encourage les élèves à travailler ensemble pour accomplir une tâche et apprendre ensemble. Troisième but, c'est l'élimination de l'apprentissage monotone. La pédagogie et le développement de l'enfant vont de pair. Elle aide l'élève à penser de manière différente et à dépasser les méthodes traditionnelles de mémorisation et de compréhension pour apprendre. Quatrième but, les élèves peuvent suivre leur propre méthode d'apprentissage. Donc, une pédagogie bien pensée peut aider les apprenants à appréhender l'éducation des différentes matières. Elle s'adapte donc aux capacités d'apprentissage des différents élèves, ce qui leur permet de suivre leur méthode d'apprentissage préférée et de s'y tenir. Cinquième but, la pédagogie est une approche d'apprentissage pratique pour tous. Les apprenants, les étudiants ou les élèves ayant des besoins spécifiques demandent des méthodes d'apprentissage et d'enseignement différentes. La mise en œuvre d'une approche pédagogique adaptée les aidera à mieux apprendre et les encouragera à faire partie de la communauté d'apprentissage ordinaire. Un autre but aussi, c'est l'amélioration de la communication entre l'enseignant et l'élève. L'enseignant comprend mieux l'élève, ce qui l'aide à se concentrer sur ses points faibles et à le guider et améliorer ses apprentissages. Nous exposons dans cette diapositive les méthodes de la pédagogie dans lesquelles les enseignants puisent pour dispenser leur contenu ou leur cours. Commençons par la méthode expositive, transmissive ou magistrale. C'est la méthode la plus connue, la plus courante, dans laquelle l'enseignant fournit
dès le départ des informations aux apprenants sans qu'il y ait une interaction majeure. C'est une méthode d'enseignement très courante et qui est surtout utilisée lorsque ce qui doit être appris n'est pas encore connu des apprenants ou quand le contenu est hors de portée si les apprenants devaient rechercher par eux-mêmes. La deuxième méthode, c'est la méthode démonstrative qui est utilisée pour communiquer une idée à l'aide des supports visuels tels que les tableaux de feuilles mobiles, des affiches, des PowerPoint. Une démonstration est le processus donc qui consiste à enseigner à quelqu'un comment fabriquer ou faire quelque chose en procédant étape par étape, en montrant comment vous dites ce que vous faites. En troisième lieu, nous avons la méthode interrogative ou maïeutique. C'est une méthode qui repose sur la théorie du raisonnement. Elle comprend la logique déductive comme méthode d'apprentissage. On peut soutenir que la méthode interrogative est une théorie générale du raisonnement. Il existe donc deux types de mouvements dans cette méthode pédagogique, les mouvements d'inférence logique et les mouvements interrogatifs. Dans la classe de langue, la méthode interrogative est utilisée beaucoup plus dans les séances de compréhension de l'écrit et les activités de langue, principalement les activités de grammaire, surtout quand il s'agit de la grammaire textuelle. Nous avons également la méthode active ou dite de découverte. Dans cette méthode, on procède par une approche de l'enseignement qui consiste à faire participer activement les étudiants à la matière du cours par des discussions, de la résolution de problèmes, des études de cas, de jeux de rôle et d'autres méthodes. En dernier lieu, nous avons la méthode expérientielle qui consiste à apprendre par l'expérience. Cette théorie a été proposée par le psychologue David Kolb, qui a été influencé par les travaux d'autres théoriciens, notamment John Dewey, Kurt Lewin et Jean Piaget. Selon Kolb, ce type d'apprentissage peut être défini comme le processus par lequel la connaissance est créée par la transformation de l'expérience. La connaissance résulte de la combinaison de la saisie et de la transformation de l'expérience. Les types de pédagogie. Les différents types de pédagogie dans l'enseignement peuvent être classés de multiples façons. Chaque pédagogie a donc ses critères, tout en se référant au triangle pédagogique présenté ou proposé par Jean Housset. Commençons par la pédagogie générale, qui fait référence aux règles qui régissent une classe. Elle comprend les stratégies et les méthodes d'apprentissage, le comportement et les techniques de l'enseignant, les profils d'apprentissage des élèves et les liens également entre l'enseignant et les élèves. En deuxième lieu, nous avons la pédagogie spécialisée, spéciale ou adaptée. On parle ici d'une pédagogie qui désigne à la fois un ensemble d'idées et une profession spécifique. Elle fournit une éducation et une formation appropriées aux personnes ayant des besoins éducatifs spécifiques ou des handicaps, comme les apprenants autistes. Elle englobe l'éducation, la psychologie et la médecine, ainsi que l'éducation précoce et l'éducation spéciale. En troisième lieu, nous avons la pédagogie traditionnelle qui est connue de tous. Dans cette pédagogie, l'enseignant est le transmetteur du savoir sur le triangle pédagogique de Jean Housset. Elle se situe du côté du savoir. Elle privilégie ainsi la démarche didactique de l'enseignant. Ce terme s'oppose à l'éducation nouvelle ou moderne. Nous avons aussi la pédagogie différenciée, qui est l'adaptation du contenu du processus ou du produit en fonction de l'état de préparation, de l'intérêt et du profil d'apprentissage d'un élève spécifique. Elle part
du principe que les élèves sont hétérogènes dans une classe. Dans la pédagogie active, qui est devenue un moyen privilégié de transformer la classe traditionnelle, l'enseignement est centré sur l'enseignant en une nouvelle approche d'apprentissage centrée sur l'élève. Quant à la pédagogie active, qui est devenue un moyen privilégié de transformer la classe traditionnelle centrée principalement sur l'enseignant en une nouvelle approche d'apprentissage centrée sur l'élève. Cependant, peu de développement sur la pédagogie de l'apprentissage actif, sur l'évaluation de la rétention des élèves à l'aide d'une méthodologie d'apprentissage actif sont disponibles dans la littérature ou dans le monde de la pédagogie. La pédagogie de projet. Avec la pédagogie de projet, le contenu scolaire est sous forme d'un projet à long terme, un problème réel que les élèves doivent résoudre de manière créative et authentique. Dans la pédagogie par objectif, on met l'accent sur la clarté de l'objectif, c'est-à-dire du résultat qui peut être décrit en termes de compétences que les étudiants vont acquérir. Cette pédagogie permet donc de déterminer avec précision le résultat souhaité au terme d'un apprentissage pédagogique guidé par le comportement d'apprentissage. On a également la pédagogie de Freinet, qui repose sur la pédagogie du travail, sur l'apprentissage coopératif, sur l'apprentissage par tâtonnement expérimental. Donc c'est une méthode qui se veut une méthode d'essai et d'erreur impliquant un travail de groupe. Nous avons également comme principe de cette pédagogie la méthode naturelle basée sur une approche inductive et également les centres d'intérêt ou le complexe d'intérêt basé sur les intérêts d'apprentissage et la curiosité des apprenants. Par la suite, nous avons la pédagogie de Montessori de l'italienne Maria Montessori, créée en 1907. C'est une méthode d'éducation dite ouverte par rapport aux méthodes dites fermées ou traditionnelles telles que l'enseignement mutuel. Sa pédagogie repose sur l'observation de l'enfant. Cela amène l'éducateur ou le pédagogue à penser les gestes appropriés pour favoriser son apprentissage. La pédagogie coopérative, qui est inspirée de la pédagogie de Freinet, est une approche pédagogique qui apprend aux élèves à coopérer pour apprendre. Cette approche, qui repose sur des valeurs telles que le partage, le respect et le soutien, utilise un large éventail d'outils, à savoir les techniques, les structures, ainsi de suite. En dernier lieu, nous avons la pédagogie de découverte. Les enseignants qui utilisent la pédagogie de découverte comme modèle d'enseignement s'inspirent du courant de pensée cognitiviste où la découverte dans le monde de la pédagogie de la découverte est imaginée comme une aventure, un projet ou un voyage. On ne peut pas parler de pédagogie sans pour autant évoquer la notion d'andragogie, qui, selon Jean-Pierre Cuc, est un néologisme peu usité qui renvoie à la pédagogie destinée aux adultes. Quant à Malcolm, il conçoit le modèle andragogique comme antithèse du modèle pédagogique traditionnel. Donc, en d'autres termes, l'andragogie, par opposition à la pédagogie qui s'intéresse aux enfants, l'andragogie s'intéresse à l'enseignement des adultes. Qu'est-ce qu'une intégration technopédagogique? L'intégration des technologies en classe comporte deux composantes, à savoir une intégration physique et une autre pédagogique. L'intégration physique consiste à intégrer, par exemple, un ordinateur en une salle de classe et de le mettre à la disposition des enseignants et des élèves pour un usage pédagogique ponctuel. L'intégration pédagogique désigne le choix pédagogique à opérer dans cette classe. La combinaison entre
l'intégration technique ou entre l'intégration physique et l'intégration pédagogique, il dit intégration techno-pédagogique. En d'autres termes, l'intégration pédagogique des technologies en salle de classe, il dit intégration techno-pédagogique. Une intégration dite technopédagogique en salle de classe nécessite donc des compétences à la fois techniques et pédagogiques. Qu'est-ce que la technopédagogie? Plusieurs auteurs font référence au terme technopédagogie comme Coombe, Ravindran, Gloria, Edward, Karsanti, Villeneuve et autres, sans pour autant mentionner l'origine de ce terme qui combine la technologie et la pédagogie. Ce terme désigne donc cette méthode hybride en enseignement dans laquelle les TIC sont utilisées au sein des situations d'apprentissage. La pédagogie se réfère littéralement à l'art et à la science d'enseigner et le terme techno se rapporte à la compétence technique. Le terme techno est ici un qualificatif qui entrecoupe la signification de pédagogie. La technopédagogie se réfère ainsi au croisement des techniques d'enseignement à l'intérieur de l'environnement d'apprentissage technologique. La technopédagogie, qui est cette méthode hybride liant des connaissances techniques à la pédagogie. Cette appellation technopédagogique et ses dérivés est récente. Elle correspond par la fusion de ces deux composantes au fait que les technologies peuvent contribuer positivement au développement de dispositifs plus actifs, plus interactifs. Qu'est-ce qu'une compétence technopédagogique? Pour ce qui est de la compétence technopédagogique, Karsanti, Rabi et Villeneuve parlent en 2008 plutôt d'intégration d'éthique dans la pédagogie en la traduisant par l'expression compétence technopédagogique. Dans le même ordre d'idées, Bérubé et Paul Hubert en 2005 mentionnent la capacité d'exploiter l'éthique dans un contexte pédagogique et empruntent également la terminologie de compétences technopédagogiques. Référentiel des compétences technopédagogiques. Il faut savoir qu'il s'agit d'un référentiel à titre indicatif et point exhaustif. Les travaux de Bérubé et Paul Hubert en 2005 et 2006 viennent préciser la contribution spécifique des technologies issues de l'informatique dans le monde de l'éducation. Il s'agit d'abord d'exploiter ces technologies pour mieux communiquer. La première compétence est de mieux communiquer en vue de soutenir la motivation et de faciliter la collaboration. Ensuite, il s'agit de se servir de ces technologies pour améliorer le traitement de l'information, soit pour construire individuellement des connaissances, soit pour les construire par le biais d'outils de communication au sein d'une communauté d'apprentissage. En troisième lieu, l'exploitation de ce potentiel d'éthique se caractérise par une démarche de design pédagogique et enfin de production du matériel ou de matériel didactique adéquat. Mais il faut savoir aussi qu'à ces 4 cibles s'ajoute la nécessité d'une maîtrise initiale basique des technologies dont l'enseignant doit disposer avant d'opter pour la technopédagogie. Qu'est-ce qu'une compétence numérique? Cette dernière implique l'usage sûr, donc certain, et critique des technologies de la société d'information, au travail, dans les loisirs et dans les communications. La condition préalable est la maîtrise éthique, l'utilisation de l'ordinateur pour obtenir, évaluer, stocker, produire, présenter et échanger des informations et pour aussi communiquer, voire participer via l'Internet à des réseaux de collaboration. La technopédagogie a
beaucoup d'apports et d'avantages, nous en citons les plus importants. La technopédagogie amène donc les apprenants à préciser leurs objectifs personnels en fonction ou en lien avec les objectifs spécifiques de la formation. En deuxième lieu, elle offre de l'accompagnement individuel à l'apprenant en salle de classe et même en dehors de la salle de classe grâce au réseau Internet et au TIS. Elle permet à l'élève d'apprendre de manière plus variée et plus interactive. Elle apporte une plus grande motivation aux apprenants. Elle accentue également l'aspect collaboratif grâce aux échanges et aux discussions lors des formations et grâce également à la pédagogie active. Elle tient également une veille technologique et élargit leur réseau de contacts sur les réseaux sociaux en technopédagogie. Elle dynamise et diversifie les contenus à enseigner. Et enfin, elle donne à l'enseignant la possibilité d'accéder à beaucoup d'outils pédagogiques en fonction de la nature du cours ou de la thématique. La technopédagogie n'a pas uniquement des apports et des avantages, elle a également des limites et des inconvénients. Nous en citons le fait qu'elle crée chez l'apprenant ou chez les usagers de l'ordinateur l'habitude d'utiliser les ordinateurs pour tout faire, à savoir des exercices ou s'entraîner au texte. Elle est également coûteuse si on parle du coût du matériel et des services de maintenance. L'utilisation des TIS nécessite beaucoup de temps de la part des enseignants et des apprenants parce que ces derniers doivent maîtriser parfaitement de nouvelles manières d'enseigner et d'apprendre. C'est pourquoi on parle de compétences numériques, qu'il soit chez l'enseignant ou chez l'apprenant dans le cadre de la technopédagogie. Les logiciels peuvent être complexes et la maîtrise ou la manipulation sur ces logiciels devient très difficile, aussi bien pour les enseignants que pour les apprenants. La technologie évolue sans cesse, alors il faudra que les enseignants et les apprenants s'adaptent au changement et se forment pour acquérir une compétence numérique. En cas de panne, elle exige une solution rapide, ce qui n'est pas toujours possible. Dans ce tableau, nous allons voir les formes d'intégration des TIC en classe de langue, commençant par ces activités d'inspiration de la théorie d'apprentissage behavioriste, où les activités sont sous forme des exercices répétés comme les jeux éducatifs. Dans ce cas de figure, l'enseignant adopte une posture pédagogique ou un rôle de didacticien. Il effectue donc à la fois une réflexion sur les objets d'enseignement, sur les conditions d'appropriation des savoirs et sur les interventions ou ces interventions d'enseignement. Quant à l'apprenant qui adopte un rôle réactif, il répond donc aux sollicitations de son environnement. Il s'agit souvent de la porte d'entrée dans le cadre pédagogique plus active. On commence par rechercher les ressources pour documenter le problème ou la tâche qui lui est confiée. En deuxième lieu, nous avons des activités qui s'inspirent du modèle cognitiviste où les formes d'activités sont sous forme de tutoriels ou des exercices avec rétroaction. Dans ce cas de figure ou dans cette pédagogie, l'enseignant adopte le rôle de facilitateur ou de médiateur. C'est par le diagnostic qu'il pose tout au long du cheminement menant à l'appropriation de l'objet d'apprentissage par l'élève que se structure l'interaction entre lui et ses élèves et qu'il exerce ce rôle de facilitateur ou de médiateur. Quant à l'apprenant, il adopte un rôle proactif. Dans ce monde, c'est en principe celui qui apprend l'utilisateur qui pose des questions au système environnant. Donc c'est l'apprenant qui pose des questions et qui imagine des hypothèses. En troisième lieu,
nous avons les activités d'inspiration socio-constructiviste, où les activités sont sous forme d'environnement virtuel de formation et des exercices interactifs. L'enseignant adopte donc le rôle ou la posture pédagogique d'animateur. L'enseignant contribue fortement au développement d'un savoir-vivre ensemble chez les élèves. Quant à ces apprenants, ils adoptent un rôle interactif qui prend des dimensions très différentes entre les usagers et allant de l'individuel au coopératif. Au terme de cette vidéo, je souhaite avoir apporté des éléments de réponse et éclairer votre lanterne sur les questions des TIS et de technopédagogie en classe de langue. Au plaisir de se retrouver dans une prochaine vidéo.